Bonjour, donc Marianne Aguier. Je vais vous parler aujourd'hui du château de Villers-Cotterêts dans le cadre d'une présentation un peu plus générale sur une autre technique possible pour les reprises en sous-œuvre dans le cadre de monuments historiques, qui est le jet grouting. J'étais l'ingénieur travaux qui était en charge des travaux. Alors j'espère que je ne vais pas me tromper, à droite. Donc pour vous remettre le contexte général du chantier de Villers-Cotterêts, vous voyez ici une vue générale qu'on a prise pendant le démarrage de nos travaux. Donc, il s'agit d'un château, château de la Renaissance, construit par François Ier entre 1532 et 1536, sur les ruines d'un ancien château médiéval qui existait déjà là-bas. Et il est notamment connu pour être le lieu de signature de l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539, qui établit notre belle langue française comme la langue obligatoire des actes judiciaires et notariés. Euh, Donc il est revenu sur le devant de la scène lors, de la campagne présidentielle de 2017, quand Emmanuel Macron s'était engagé, s'il était élu, à faire du château de Villers-Cotterêts un des piliers symboliques de la francophonie. On connaît la suite de l'histoire. Donc effectivement, les travaux ont démarré. Un premier diagnostic a été réalisé par le bureau Michel Bancon, sous la supervision de l'architecte en chef des monuments historiques, Olivier Wetz. Et donc ils ont relevé un certain nombre de désordres sur l'ensemble du château. J'illustre ici ce propos avec quelques photos prises avant le démarrage des travaux, où on voit effectivement que le château n'était pas tout à fait bien portant. Et donc ces désordres, ils se concentraient notamment en ce qui nous concerne sur l'aile nord du château, qui est ici entourée, avec un phénomène global de basculement des deux tours qu'on voit sur le plan masse et des façades nord vers l'extérieur. Probablement dû à l'hétérogénéité justement des systèmes de fondation. Donc on a dit que le château a été construit sur des ruines d'un ancien château, et on s'est effectivement rendu compte qu'il y avait plusieurs systèmes de fondation différents en fonction des murs et des façades. Certains étaient exclusivement des fondations construites en 1500, enfin au XVIe siècle, pendant la construction du nouveau château, et d'autres en fait étaient des fondations un peu hétérogènes qui s'appuyaient sur des fondations déjà existantes du château médiéval. Donc ce diagnostic a permis de programmer la réalisation d'une reprise en sous-œuvre généralisée pour l'aile nord du château, avec une solution de base qui était prévue dans l'appel d'offres en micropieux. Donc vous voyez ici un plan bien sympathique, bien chargé en réseau de Longrine, avec des micropieux de part et d'autre. Sachant que les pièces sont petites, hein, elles font 5 mètres par 5 mètres, il faut passer les engins. Pour illustrer la pénibilité éventuelle de ces travaux, je mets ici un extrait des méthodes qui avaient été réalisées par notre partenaire de génie civil, qui ici avait fait une 3D de ce que ça pourrait être, la réalisation du réseau de Longrine. Donc voilà, on voit qu'on a réalisé des micropieux, on a creusé un puits blindé pour découvrir la tête des micropieux, et ensuite il faut venir casser la maçonnerie existante pour pouvoir faire traverser les longrines, sachant que les refends en général ils faisaient 80 cm à 1 mètre d'épaisseur. Tout ça à la petite cuillère, dans des petites salles étroites, avec des puits blindés qui pouvaient atteindre 4 mètres de profondeur. On s'imagine la pénibilité que ça peut être pour les équipes de travaux et sur le chantier. Et surtout, en fait, les travaux étaient très longs selon cette méthode. Donc on a pu répondre avec une variante en jet grouting qui était prévue par le marché. Pour vous expliquer d'abord ce que c'est, le jet grouting, ça fait partie des méthodes qu'on appelle de soil mixing. C'est-à-dire qu'on se sert du sol qui est déjà en place et on vient y adjoindre du liant, donc en l'occurrence c'est le ciment, pour améliorer les caractéristiques du sol déjà existant. Donc à gauche, vous avez une illustration voilà, des différentes étapes de la réalisation de colonnes de jet grouting. Donc en premier, on démarre par un forage en petit diamètre. Donc là, on indique 100 à 200 mm. Pour notre chantier, c'était du 150 mm. Donc un petit forage de 15 cm. Une fois que le train de tige est arrivé en bas, en fait, au bout de ce train de tige, il y a une petite buse, un trou de quelques millimètres de diamètre, qui permet d'envoyer du coulis sous très haute pression. Là, on parle de 300-400 bars. Et ce jet de coulis sous très haute pression va pouvoir désagréger le terrain en place. Et donc en opérant à la fois une rotation du train de tige et une remontée très lente, hein, on remonte pas, voilà, on parle d'un pas, enfin de 2 minutes par pas, par exemple, de 1 centimètre. Donc on passe quand même un certain temps à tourner avec notre jet de coulis et à remonter progressivement. En fait, en faisant comme ça, on arrive à obtenir un mélange de sol-ciment
qui ensuite, en séchant, va devenir une colonne durcie de soil mixing. Donc à droite, je rappelle les différentes possibilités de techniques de jet. Donc on va du jet simple au jet triple. En jet simple, en fait, c'est juste un jet de coulis qui vient déstructurer le terrain. En jet double, on ajoute un flux d'air qui vient aider à la déstructuration du terrain. Et enfin, en jet triple, on combine le coulis, l'air et l'eau. Donc en fait, cette gradation permet d'augmenter l'énergie qu'on met à déstructurer le terrain. Et donc, du jet simple au jet triple, on arrive à obtenir des colonnes de diamètre de plus en plus important. Donc là, un exemple de ce à quoi le jet grouting ressemble une fois qu'on a déterré les colonnes. Malheureusement, on n'a pas déterré de colonnes sur le chantier de Villers-Cotterêts, donc je ne peux pas vous montrer à quoi ça ressemblait à la fin. Mais en tout cas, en République tchèque, ça a été fait. Donc bon, c'est pas très lisse, ça fait un peu des patates dans le terrain, mais on voit bien qu'on obtient des colonnes qui permettent de reporter les charges ensuite qui sont au-dessus dans le terrain en dessous. Donc pour revenir à notre chantier de Villers-Cotterêts, je vous replace ici le plan d'implantation final des colonnes de jet grouting. C'est déjà un peu plus léger. On voit qu'on est passé de 2 micropieux pour chaque coupe à une seule colonne. Et donc on a repris de cette façon l'ensemble des murs de façade, des tours et des refends du château. Une vue en coupe de ce à quoi ça ressemble. Donc on voit ici qu'on part... Alors, ça marche ou pas ça ? Non, bon, c'est pas grave. Donc vous voyez, on a le côté intérieur plus proche de moi et l'extérieur vers Nicolas. On voit qu'on démarre nos forages depuis l'extérieur à travers la maçonnerie de fondation existante. On va chercher le calcaire qui est le terrain sain porteur, et là il était à peu près à 10 mètres un peu moins de 10 mètres de profondeur. Et une fois qu'on arrive en bas, on commence à développer notre colonne. Donc en bas, elle faisait 1,20 m de diamètre et en haut, elle faisait un peu plus pour pouvoir justement bien récupérer l'ensemble de la semelle. Ici, on porte notamment attention à faire en sorte qu'il y ait un bon contact entre la semelle existante et notre colonne de jet grouting pour assurer que la descente de charge s'effectue correctement jusqu'au calcaire. Nicolas vous expliquera ensuite plus en détail comment on fait pour dimensionner exactement ces colonnes. Ou pas. Alors, donc les avantages d'une solution en jet grouting. Donc premièrement, c'est une méthode qui est moins invasive que de venir créer un réseau de long green généralisé sous un monument historique, dont on s'imagine que généralement, quand on vient faire des travaux, c'est qu'il est déjà un peu malade. Donc on a peut-être plutôt envie d'éviter de déchausser toutes les fondations de l'ouvrage. Ensuite, c'est une sécurité accrue pour le personnel de chantier. Comme on dit, on évite de faire des travaux en puits blindés. Tous les travaux sont réalisés depuis la surface et la pénibilité est moindre pour les équipes. Ensuite, pour ce chantier, en tout cas, on avait une durée des travaux optimisée parce qu'on évitait tout le pan de travaux de génie civil qui étaient très longs du fait que on ne pouvait pas venir avec des gros engins de terrassement ou des engins dans les pièces. Donc tout se faisait à la petite cuillère dans le chantier. Et dans le cas de ce projet, on a pu réaliser une économie globale avec la variante en jet grouting, parce que malgré un prix au mètre linéaire qui est généralement plus élevé pour le jet grouting que pour les micropieux, le fait qu'on passe de 2 micropieux à une colonne de jet, et surtout qu'on enlève tout le génie civil, a permis de présenter une solution qui était économiquement plus intéressante que la solution en long green plus micropieux. Forcément, il y a quand même quelques inconvénients. Je vous montrerai ensuite quelques photos des installations de chantier. Elles sont conséquentes. On ne rentre pas des installations de jet grouting sur 10 mètres par 10 mètres. Il y a ensuite, en plus, une logistique relativement importante à prévoir liée à la gestion des spoils. Ce qu'on appelle le spoil, c'est le mélange de sol et de ciment qui remonte en fait du forage lorsqu'on génère la colonne de jet grouting. Et il y en a pas qu'un peu quand on fait du jet. Donc voilà, ça demande une certaine logistique sur le chantier. Donc comme je disais tout à l'heure, le coût au mètre linéaire est généralement plus élevé, mais avec des conceptions un peu optimisées, on arrive à proposer des solutions qui peuvent être plus intéressantes que des méthodes un peu plus traditionnelles. Et enfin, il y a évidemment les risques liés au travail en pression. J'évoquais tout à l'heure des pressions de 300-400 bars. Alors, en fait, je vous rassure, on ne met pas en pression tout le terrain sous l'ouvrage à 300 bars.
Justement, tant que le spoil dont je parlais à l'instant circule librement, toutes les pressions se dissipent. Donc, nous, on porte particulièrement attention à ce qu'il n'y ait pas de bouchons, et donc à assurer une circulation libre du jet pour éviter de remonter les châteaux de quelques mètres. Donc ensuite, pour revenir plus spécifiquement au chantier de Villers-Cotterêts, je vous redétaille ici la consistance globale des travaux. Donc on avait à faire des installations générales, un plot d'essai pour vérifier avant le démarrage des travaux le bon choix des paramètres, à la fois pour les colonnes de jet grouting et pour les micropieux. Ensuite, des avant-trous à travers les fondations. En fait, justement, on reparle de cette libre circulation du spoil. Avant de venir créer la colonne sous les fondations, on crée une cheminée d'un diamètre légèrement plus grand à travers les maçonneries de fondation pour permettre que le spoil circule facilement. Et enfin, la production même de nos travaux, les colonnes de jet grouting, et on a quand même fait quelques micropieux pour des futurs ascenseurs. Pour donner quelques grands chiffres, notre lot a pesé 1 250 000 € sur l'ensemble du projet. Et nos travaux ont duré 4 mois. Le planning était très contraint parce qu'évidemment, il fallait que ce soit fini avant la dernière campagne présidentielle. Bon, il y a eu le Covid, certaines choses qui se sont passées entre-temps. Mais donc, on s'est organisé pour travailler en 2 postes de 6 h à 22 h, justement pour réduire au maximum, nous, notre impact sur le planning. Et donc, les travaux ont duré 4 mois. Donc, pour donner quelques quantités, on a réalisé 78 colonnes de jet grouting, donc 78 avant-trous dans la maçonnerie préalable, et une trentaine de micropieux qui étaient disséminés à travers le château. Donc, les diamètres de colonnes qu'on a développés allaient de 1,20 m à 2 m de diamètre. Ah, voilà. Donc voilà, comme j'en parlais tout à l'heure, une vue de nos installations, de jet grouting. Donc on voit 2 fosses avec une pelle au milieu. Donc ce sont des fosses de gestion du spoil, qui donc est un mélange sol-ciment qui au début est liquide, après se durcit généralement en 24-48 heures. Donc vous voyez que ça prend quand même de la place, d'autant plus qu'ici nous étions en organisation en 2 postes. Donc quand on travaille 16 heures par jour, en fait, il faut avoir un espace de stockage suffisant. Et à gauche, tout en rouge, vous voyez la centrale de fabrication et de pompage du coulis, qui permet d'alimenter ensuite les foreuses de jet grouting. Ici, je pense que l'installation, elle faisait à peu près 300 mètres carrés. On arrive à faire plus petit, hein, mais là, on avait de la place, on l'a prise. Mais c'est quand même, c'est pas anodin comme installation. Donc ensuite, je vous montre la foreuse qui réalisait les carottages préalables à travers les maçonneries tout le long de la façade nord du château. Donc elle était équipée d'une tête sonique pour pouvoir carotter sans dégâts à travers les maçonneries des fondations. Pour revenir aux colonnes de jet grouting, donc on voit sur le plan d'implantation qu'on en a à faire depuis l'extérieur et d'autres depuis l'intérieur. Donc quand on est à l'extérieur, on peut sortir une machine de gabarit plutôt important avec un train de tige qui nous permet en fait de réaliser la colonne d'un seul tenant sans coupure de tige. Donc ça, c'est ce qu'il y a de mieux et de plus efficace en termes de productivité après sur le chantier. On est aussi capable de faire rentrer des petites machines pour passer à travers les portes, circuler dans les couloirs. Donc là, ça met un peu plus de temps, c'est plus laborieux que quand on travaille à l'extérieur en hauteur libre forcément. Mais en tout cas, c'est possible. On sait adapter des têtes de jet grouting pour des petites machines, justement, pour toutes les conditions un peu bizarres qu'il peut y avoir sur les chantiers. Et donc ici, un autre exemple d'une foreuse qui se promenait dans les couloirs pour faire ses micropieux. Je pense qu'après, on arrive à la partie de Nicolas Hutter, directeur du bureau d'études de Soletange-Bachy France. Il me reste combien de temps? Oh, c'est gentil. Ah, c'est monsieur qui clique. J'attends que monsieur ait cliqué. Ah, monsieur a cliqué. Hop, voilà. Bien, bonjour. Donc, un autre exemple de représentation avec la même technique, le pavillon des arts de l'islam au musée du Louvre. Alors, un petit peu d'histoire. Ça, c'est le Louvre il y a
il y a quelque temps, au temps de Philippe Auguste, au temps de François Mitterrand. Donc déjà à l'époque, Soletange Bachy a fait des travaux de jet grouting dans le cadre du Grand Louvre. Et plus récemment, le Louvre sous Jacques Chirac avec le pavillon des arts de l'islam. Donc Macron n'a rien fait, je pense, sous le Louvre, donc on s'est arrêté, on n'a pas fait plus, on n'a pas fait plus. Vous avez ici les différents intervenants, le montant total des travaux, y compris terrassement, génie civil et traitement de sol, était de 20 millions d'euros. Alors on a ici la cour avec la pyramide, la cour Visconti qui nous intéresse et la Seine qui est là. Donc contrairement au chantier qui vient de nous être présenté, il ne s'agissait pas d'intervenir sur un ouvrage parce qu'il était défaillant, mais le deuxième objet des représentances sous œuvre, c'est de créer des volumes ou de changer la destination de l'ouvrage, et c'était le cas ici. Donc si on fait un petit zoom sur la cour Visconti, on a la cour Visconti, le quai qui est en bas de la diapositive, et en haut, l'aile d'Aru dans laquelle on a aussi fait des travaux. Et par anticipation, tous les petits points, tous les petits ronds que vous voyez de toutes les couleurs, c'est toutes les colonnes de jet grouting qu'on a fait pour procéder à la reprise en sous-œuvre. Donc le projet, c'est celui-ci. Hein, donc il s'agit de créer en souterrain, sur une profondeur de 12 mètres dans la cour Visconti et de 8 mètres dans l'aile d'Aru, pour accueillir le pavillon des arts de l'islam. Alors, quand on travaille au Louvre, évidemment, on a des voisins qui sont un petit peu exigeants. Voilà, ça c'est tous nos très proches voisins qui sont très très proches de nos travaux. Plus, alors maintenant c'est plus de 10 millions de visiteurs par an, plus 400 000 œuvres, etc., etc. Donc c'est un environnement extrêmement sensible et tous les travaux sont bien sûr faits sous extrêmement haute surveillance. Donc si on fait un petit zoom sur cette partie de travaux qui est à gauche, donc la stratigraphie qui est classique de cette partie de Paris, des remblais, des alluvions anciennes, c'est des sables et graviers, des marnes et caillasses, c'est le calcaire. La nappe phréatique se balade quelque part au niveau de l'interface entre les marnes et caillasses et le calcaire. Les descentes de charge données sur les piliers de façade et les poteaux plus intérieurs sont de l'ordre de 0,5 à 1 mégapascal. Et donc les travaux de reprise en sous-œuvre consistent à faire du jet grouting, c'est le massif qui est dessiné à l'aplomb du pilier, pour faire descendre les charges dans le calcaire. Et comme on doit terrasser dans le calcaire en présence de nappe phréatique, on adjoint une jupe injectée d'injection pour limiter le débit d'exor. On ajoute à ça un lit de tirant précontraint, c'est dans le terrain, pour limiter les déformations, pour les rendre admissibles pour les ouvrages. Et une fois qu'on a fait tout ça, on fait un clouage du terrain, donc là je n'entrerai pas dans le détail du dimensionnement parce que j'ai pas le temps, avec du béton projeté. Et en stade définitif, c'est la structure définitive qui reprend les poussées des terres, de l'eau, etc., etc. Alors, pour arriver à ce schéma-là, donc avec une espèce de massif comme ça, à peu près, qui prend la taille du poteau, eh ben, il faut utiliser bien sûr les machines dont on dispose. Donc on prend en compte les cinématiques de la foreuse, tous les encombrements de gabarits divers et variés partout. Et donc eh ben, on fait tout ça en 3 dimensions. Donc à l'époque, on connaissait par cœur les sous-sols du Louvre dans tout le coin. Voilà, et pour être sûr de bien reprendre toutes les charges et de faire descendre toutes les charges jusqu'au calcaire sans oublier de report de charge. Alors, comme je disais, tout ça, c'est sous très haute surveillance. Donc, il y a des seuils qui ont été définis, donc des seuils dits d'alerte et d'intervention. Alors, alerte et intervention en géotechnique, ça ne veut pas dire qu'on est proche de la rupture. C'est simplement des seuils de vigilance où on se dit qu'il faut peut-être aménager le traitement qu'on a prévu et qu'on est en train de faire. Et on s'est rendu compte à cette occasion que le vocabulaire est commun à chaque partie et que les vocabulaires ne sont pas les mêmes, puisque à la première réunion, quand on a parlé au maître d'ouvrage de seuil d'alerte, il nous a dit comment on va faire pour prévenir les pompiers pour évacuer le musée. Alors évidemment, quand on en alerte géotechnique, on n'évacue pas le musée. C'est tout l'intérêt des alertes géotechniques qui sont très en deçà de problèmes structurels graves. Et donc, pour ce faire, on a des théodolites, on en verra tout à l'heure des photos, automatisées, motorisées, qui mesurent plus d'une centaine de cibles tout autour des travaux. Voilà le théodolite en question. Tous les points de mesure
Et tout ça, c'est en ligne, etc. Donc, vous recevez des petites alertes par SMS dès que vous dépassez un des seuils. Là aussi, sur l'aile du manège, tous les points de façade qui étaient auscultés en permanence et le suivi qui est fait en temps réel, évidemment. Alors, les installations, ben voilà, on parle d'installations qui sont assez imposantes quand on fait du jet grouting. Donc, vous avez ici le Louvre, vous avez ici l'Académie française, vous avez ici le Pont des Arts, et là, vous avez Soletange Bachy. Voilà, donc on était très contents parce qu'on avait plein de rouge devant le Louvre. Donc on s'est dit, chouette, on va faire un truc très bien comme ça. Le musée du Louvre n'était pas tellement d'accord. Et au final, on a fait ça. Donc on est entièrement derrière du camouflage. C'est des stocks de l'armée américaine de la guerre du Golfe. Donc c'est à peu près la même couleur que les façades du Louvre. Et donc, du coup, on ne voit plus. C'est comme ça. Alors les accès, donc là aussi, comme à Villers-Cotterêts, les accès étaient très petits. Donc ça, c'était le seul accès pour tout le chantier. Donc c'est pour ça que, bien sûr, toutes les installations que je vous ai montrées, elles étaient sur le quai et impossible de les mettre au milieu de la cour Visconti. La foreuse de jet grouting, on a démarré, comme tous les chantiers de jet grouting, par un plot d'essai. Et là, je crois qu'on avait dégagé une colonne, mais malheureusement, je n'ai pas la photo. Désolé. Les façades, bien sûr, ont été protégées. Les baies ont été trésillonnées avant l'arrivée de nos équipes. Voilà le jet grouting qui est en cours de travaux. Le théodolite qui mesure tout ça en permanence. Ici, on a commencé on a fini le jet grouting et on commence le forage des ancrages pour bloquer les déformations en tête du traitement. Le béton projeté. Et ici, on voit, alors sur la photo, on voit très bien normalement. Ça marche quand ça veut en fait. Ah voilà. Ici, on voit le contact qui a été évoqué tout à l'heure entre la maçonnerie et le jet grouting. Donc, c'est la couleur bleue, c'est dû au ciment. Voyez, et on voit que là, il n'y a pas de vide du tout entre la maçonnerie et le jet grouting. Si on laisse du vide, évidemment, avant de mobiliser le jet grouting, on va créer du tassement. Donc, il y a des procédures de remise à niveau, etc., qui permettent de garantir un contact parfait entre la maçonnerie existante et le jet grouting. C'est ce qu'on revoit encore mieux cette photo. Les ronds ici, c'est que ça a été raboté pour laisser la surface pour après qu'on puisse mettre en place le béton projeté et la structure définitive. Les ancrages en cours de route. Ah, pardon, je suis allé trop vite. Voilà, là on est au fond de fouille. Là c'est une photo vue de dessus. Donc la cour Visconti qui a été terrassée à 8 mètres de profondeur. On va voir une autre vue. Ici, alors, on ne voit pas très bien cette photo, mais on est à l'interface entre on quitte les alluvions, on rentre dans les mains des caillasses, et on voit ici sur la photo, c'est intéressant. Ah oui, ça marche, voilà. Donc là, on a ici le béton qu'on a projeté autour. Ici, vous voyez la colonne de jet grouting, c'est la couleur bleue. Et ici, on rentre dans les mains des caillasses. Donc avec la même vitesse de jet, de débit, etc., on se rend compte que le jet grouting, c'est un procédé qui s'autorégule. Hein. Les mains des caillasses sont beaucoup plus résistantes que les terrains du dessus. Et donc, logiquement, on a juste rempli les petits vides qu'il pouvait y avoir dans le matériau, mais on n'a pas fait une grosse colonne comme au-dessus. Ici, les colonnes étaient de diamètre de l'ordre de 1,40 m à 1,60 m. On a vu que la descente de charge des poteaux, c'était à peu près de 1 mégapascal. Donc, classiquement, on prend 3 de sécurité. Donc, autrement dit, on cherche une résistance moyenne de jet grouting de 3 mégapascal. Et pour prendre en compte la dispersion, on vise une résistance mesurée de 6 mégapascal pour avoir les ordres de grandeur en tête. Encore une vue de dessus de la cour Visconti. Et on va s'intéresser maintenant à l'autre côté. Donc, c'est un des piliers qui ont été dégagés entre l'aile d'Aru et la cour Visconti. Et on va maintenant passer de l'autre côté, hop, dans l'aile d'Aru. Alors, j'ai découvert cette occasion, cette partie du musée du Louvre que je ne connaissais pas. C'est très joli, comme je ne connaissais pas. Voilà. Donc, la solution de base qui était prévue, donc là, on revoit les poteaux, les fils de poteaux qui sont ici. La solution qui était prévue, c'était de faire des colonnes de jet grouting sous chacun des poteaux, de faire une poutre en béton armé, sur les côtés de faire des clous et du béton projeté comme dans la cour Visconti, et de terrasser tout ça. Et en phase définitive, une fois qu'on était là, on faisait les parements sur le côté, les piliers, et on démolissait le jet grouting. L'inconvénient de cette solution, c'est que vous avez vu que c'était assez petit, et donc on avait des espaces pour travailler très très petits, avec le risque non nul de taper dans une côte de jet grouting, ce qui n'aurait pas été très agréable, et ce qui aurait en plus diminué beaucoup les rendements du chantier.
Du coup, on a proposé et mis en place cette solution variante. Donc, on a toujours fait du jet grouting, mais que sur les 2 fils de poteaux extérieurs. On a rajouté des micropieux, donc des forages dans lesquels on a mis des tubes métalliques pour porter la poutre qui ne bénéficie pas des poteaux en béton armé définitifs qu'on a vu tout à l'heure. On met en place la poutre de reprise. Les calculs ont montré qu'il fallait vériner tout ça pour restreindre les déformations à des niveaux admissibles. Et une fois qu'on avait fait tout ça, hop, on pouvait tout terrasser d'un coup avec tout l'espace libre sans colonne et jet de grouting. Et après, bien sûr, on monte les piliers définitifs et l'ouvrage est terminé. Donc voilà ce que ça donne dans la vraie vie, donc c'est un petit peu plus compliqué. Et on va voir maintenant quelques images du chantier de l'aile d'Aru. Donc ça, c'est au tout début des travaux. Les travaux de jet grouting, vous voyez que là, les conditions sont pas agréables, hein, c'est très petit, très récent, donc des tiges de petites dimensions, etc., etc. Là, hop, on rentre dans l'aile d'Aru qui a été terrassée. On voit ici, donc, le poteau qui descend au-dessus. On a mis en fait un réseau de 2 poutres par poteau. Ici, vous voyez le massif de reprise et la colonne de jet grouting qui supporte l'ensemble. On voit donc ici les poteaux. Ici, on devine les profilés métalliques qu'on a passés sous chaque semelle de poteau, chacun étant porté par un réseau de 2 poutres. Alors, les poutres peuvent paraître très très hautes, mais elles étaient dimensionnées, non pas pour leur résistance, mais pour leur rigidité, pour limiter les déformations, encore une fois, à des valeurs acceptables. Voilà, donc là, on a terrassé en dessous, le béton projeté qui est mis en place au fur et à mesure du terrassement. Voilà, là on voit la semelle qui est complètement dégagée. On devine les profils métalliques qu'on a glissés en dessous et qui viennent prendre appui sur les 2 poutres qui sont de part et d'autre. Et là, on est à la fin du terrassement de l'aile d'Aru. Voilà, ça c'est moi. Voilà, pour l'échelle. Voilà. Et voilà, à la fin des travaux de l'aile d'Aru et donc tous les espaces qui sont dégagés pour accueillir le pavillon Musée des Arts de l'Islam. Et voilà un tout petit aperçu de ce que vous pouvez voir dans ce pavillon qui est très très beau et qui est vraiment magnifique. Et si vous voulez en savoir plus, ces travaux ont fait l'objet d'un article dans la revue Travaux. Alors, je ne recule devant aucune possibilité des techniques modernes. Vous avez un QR code ici, et si vous le scannez, ça vous amène directement à l'article de la revue Travaux qui est en ligne. Sinon, vous allez vous chercher FNTP Revue Travaux, numéro 882, et vous le trouvez, ça marche aussi. Voilà, je vous remercie de votre attention.